Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu aujourd'hui le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop. Il est porteur d'un message du président de la transition au Mali. Nous l'écouterons dans un instant. Nous revenons dans ce journal sur la remise des affectations budgétaires au département ministériel pour l'année 2022. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a fait plusieurs déclarations à la presse. Nous l'écouterons dans ce journal. Le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui les travaux de la 15e session du Conseil d'orientation de l'école supérieure de guerre. Il a insisté sur la qualité de formation. Les détails dans ce journal. Enfin, un patrimoine plusieurs fois millénaire qui peut représenter une économie culturelle par excellence pour le Tassili Najer. Nous irons à Janet qui exhibe sa richesse culturelle dans une manifestation culturelle intitulée Agana, Nakaline ou le patrimoine de mon pays. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu aujourd'hui le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Il est porteur d'un message du président de la transition au Mali. Il était accompagné d'une délégation de responsables maliens. La rencontre a permis de faire part au président de la République Abdelmadjid Tebboune des solutions proposées sur la scène malienne en vue de sortir de la crise actuelle. Le président de la République a affirmé à l'envoyé personnel du président de la transition au Mali la disponibilité permanente de l'Algérie d'accompagner les frères maliens dans le rétablissement de la sécurité et la paix et le soutien au processus démocratique. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté internationale et la communauté nationale à l'étranger, Ramdan Lamamra, et du directeur de cabinet du président de la République, Abdelaziz Khelef. Après cette audience, le ministre des Affaires étrangères malien a fait cette déclaration. Je vous propose de l'écouter. Porteur d'un message de son Excellence Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État du Mali, à son frère aîné, son Excellence Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire. Ce message s'inscrit dans le cadre des relations de solidarité, d'amitié, de fraternité et de bon voisinage qui ont toujours existé entre le Mali et l'Algérie. Le message que j'ai eu l'honneur et le plaisir de remettre à son Excellence le président Tebboune porte essentiellement sur la situation au Mali, notamment les avancées et les difficultés liées au processus de transition qui a été marqué récemment par la tenue au Mali des assises nationales de la refondation qui ont permis aux Maliens de se parler, de s'approprier leur destin et aussi de partager leur vision pour le Mali et aussi d'en fixer les étapes et les perspectives. L'Algérie, en tant que pays voisin, est plus que concernée par ce qui se passe au Mali. Et c'est dans ce cadre-là que le président Goïta nous a demandé, avec la délégation qui m'accompagne, de venir partager avec son frère aîné les messages et les recommandations qui ressortent de ces assises nationales qui ont vocation à renforcer la démocratie au Mali, mais aussi la paix et la stabilité, paix surtout pour laquelle l'Algérie continue à jouer un rôle essentiel en tant que partenaire allié stratégique du Mali, mais aussi un pays qui est avec le Mali en toute solidarité pour nous accompagner à notre demande dans le cadre des efforts pour ramener la paix et la stabilité. Je tiens en particulier à saluer le rôle que l'Algérie joue à nos côtés, notamment à travers mon frère Ramdan Lamamra, qui a été et qui est un acteur essentiel et un artisan de ce processus, qui est notre processus, mais pour lequel nous avons vraiment demandé l'accompagnement de l'Algérie. Donc je disais que ces assises-là, c'était vraiment pour pouvoir partager l'ensemble de ces éléments, pour qu'en tant que pays voisin, le président algérien soit pleinement informé de ce qui est en cours et qu'il puisse aussi nous donner les conseils nécessaires pour la suite des étapes
parce que la stabilité du Mali est aussi la stabilité de l'Algérie et que nous sommes tous ensemble. Nos peuples vivent les mêmes difficultés et partagent les mêmes espoirs. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus partager ces informations et demander que le Mali continue en tant que pays voisin de l'Algérie à bénéficier de l'accompagnement et de la solidarité. Je pense que c'est une tautologie, une évidence pratiquement de demander cela parce qu'au quotidien, l'Algérie est présente aux côtés du Mali et souvent sans tambour battant, de façon discrète, mais elle est toujours là, elle est toujours présente. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus et nous avons vraiment, en toute franchise, écouté les messages, les conseils que le président nous a donnés et que nous nous ferons le devoir aussi de transmettre fidèlement à son frère le président Goïta. Et nous sommes certains que ces éclairages, sa sagesse, fondée aussi sur l'expérience de l'Algérie, sont des éléments qui vont aussi aider le Mali, les Maliens, le président et l'ensemble du gouvernement pour pouvoir ensemble cheminer pour une paix et une stabilité durable dans notre région et aussi pour le renforcement de la démocratie dans chacun de nos pays. Voilà pour cette déclaration. Et le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ntala Mamra, s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue malien Abdoulaye Diop en visite en Algérie, porteur d'un message au président de la République Abdelmajid Tebboune de la part du président de la transition au Mali, Assimi Goïta. Dans l'activité parlementaire, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a présidé aujourd'hui une séance plénière. Elle a été consacrée à des questions orales pour 5 secteurs, les moujahidines et les ayants droit, l'habitat, l'urbanisme et la ville, le commerce et la promotion des exportations, les travaux publics et le tourisme. Dans une déclaration, Salah Goudjil a affirmé que l'Algérie a accompli des étapes importantes en matière de pratiques démocratiques et d'édification institutionnelle sous la présidence du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Je vous propose de l'écouter. مرحلة تاريخية، مرحلة هامة في مصير البلاد، مرحلة هامة في بناء الديمقراطية، مرحلة هامة في بناء دولة حقيقية، مرحلة هامة لموقع الجزائر في الداخل وفي الخارج، محطة أيضا هامة لرفع بالصوت الجزائر في المحافل الدولية، أيضا مليئة إلى رجوع الذاكرة، والذاكرة هي المنبع نتغذى منه من الذاكرة، لأن الذاكرة محطة من المحطات الهامة لعيش الشعب الجزائري باش يتحرر ويرفع الصوت نتاعو وتكون الكلمة نتاعو دائما مرفوعة في كل الأحوال. Et toujours à propos de l'activité parlementaire et dans une allocution à l'occasion d'une journée d'information pour la présentation du guide d'intégration économique de la femme, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a mis en avant le rôle actif de la femme dans le processus de production nationale. Bourali a indiqué que l'on ne pourrait parler de relance économique sans souligner le rôle actif de la femme dans le processus de production nationale. Elle représente la moitié de la société et elle détient la moitié de sa capacité. Dans une cérémonie de remise des affectations budgétaires aux différents départements ministériels au titre de l'exercice 2022, le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a fait aujourd'hui plusieurs annonces à la presse. A commencer par le dégel de tous les projets publics et privés créateurs de richesses et d'emplois. Ayman Ben Abdelrahman a fait savoir que la pénurie de certains produits de consommation est due principalement à une perturbation dans la distribution. Les détails avec Amel Bouakba. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, s'est montré ferme. Il a rappelé à l'ordre certains départements ministériels. Aucune prolongation des délais d'exécution du budget n'est désormais autorisée.
La notification de ces affectations budgétaires à l'avance vise à permettre aux ordonnateurs de mettre en œuvre le budget sur toute l'année sans recourir à des périodes complémentaires qui pourraient s'étaler à l'année suivant l'exécution, comme cela s'est fait durant les années précédentes. Car étant aux portes de l'entrée en vigueur de l'exécution du nouveau budget, nous tenons au respect strict des principes fondamentaux définis par la loi organique relative aux lois de finances. Par conséquent, il est utile de noter que la prorogation du délai d'acquittement des dépenses publiques et des délais de clôture des ordres de paiement et la délivrance des mandats de paiement que nous avons effectués cette année, conformément à la décision datée du 28 décembre 2021, représente une exception à laquelle on ne recourra plus dans le futur, car les crédits financiers et I'timadat al-Maliya sont fournis dans les délais réglementaires suffisants pour permettre leur exécution durant l'année financière. Des exceptions ont été admises lorsque le budget était mis en place au mois d'avril ou au mois de mai de l'année financière. Maintenant que le budget est défini durant la première semaine du mois de janvier, il faudra revoir les outils de gestion mis en place au niveau de certains départements afin de pouvoir exécuter le budget de janvier à décembre. S'exprimant au sujet de la disponibilité des produits alimentaires, le Premier ministre, ministre des Finances, a affirmé que les quantités produites par l'Algérie couvrent largement les besoins, liant cette perturbation à un problème de distribution. Concernant l'huile de table, les besoins nationaux sont de l'ordre de 1600 tonnes par jour. En contrepartie, la cadence de production est quant à elle de 2000 tonnes par jour, c'est-à-dire qu'il y a un excédent de 400 tonnes. Le problème de disponibilité est donc dû à des perturbations au niveau de la chaîne de distribution. Dans les prochains jours, les choses reprendront leur cours normal. Je tiens également à signaler que tous les produits de large consommation ont connu une hausse conséquente de leurs prix à travers le monde. Et cela est principalement dû aux conditions climatiques, ce qui a causé notamment l'augmentation des coûts de transport. Par exemple, le coût du transport entre la Chine et l'Europe et de la Chine à l'Algérie a été multiplié par 4, ce qui s'est répercuté sur les coûts de production. Malgré cela, l'État a tenu à poursuivre sa politique de soutien des produits essentiels et dont les prix sont restés inchangés. Ayman Ben Abderrahmane a fait savoir que la mesure relative à la révision de l'IRG permettra aussi d'augmenter les salaires des travailleurs et des salariés, ainsi que d'améliorer le pouvoir d'achat. Tous les employeurs doivent se conformer à cette mesure portant la réduction de l'IRG, ce qui permettra d'augmenter les salaires des travailleurs ainsi que d'améliorer le pouvoir d'achat. Concernant la révision du point indiciaire dans la fonction publique, elle entrera en vigueur avant fin avril prochain, conformément aux instructions du président de la République. Tout cela s'inscrit dans le cadre d'une réforme globale du régime fiscal au cours de cette année et de l'année prochaine, ce qui permettra de soutenir le développement national et le taux d'intégration nationale. Autre annonce faite par Ayman Ben Abderrahmane, le dégel en 2022 de tous les projets publics et privés, créateurs de richesses et d'emplois. Il est question aussi de remplacer les importations par des produits nationaux pour ne pas être impactés par les convulsions des marchés extérieurs. Conformément aux dispositions du décret présidentiel du 27 septembre 2005 portant création de l'école supérieure de guerre, le général de corps d'armée Saïd Chegriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui les travaux de la 15e session du conseil d'orientation de cette école prestigieuse. Lors de son allocution, le général de corps d'armée a mis l'accent sur l'intérêt accordé par le haut commandement de l'armée nationale populaire à l'appareil de formation et en général et à l'école supérieure de guerre en particulier. Les détails avec Walid Yousfi. Après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée a entamé les travaux de la réunion par une allocution à travers laquelle il a mis l'accent sur l'intérêt accordé par le haut commandement de l'armée nationale populaire à l'appareil de formation en général et à l'école supérieure de guerre en particulier, au regard de la sensibilité de la mission dont elle est investie.
Le haut commandement de l'armée nationale populaire veille sous la conduite du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à accorder tout l'intérêt voulu à notre appareil de formation en général et à l'école supérieure de guerre en particulier, et ce, en ce qu'elle est investie d'une mission hautement vitale qui consiste à développer les capacités des officiers supérieurs, notamment en termes d'assimilation des données stratégiques, technologiques, économiques et humaines, se rapportant au domaine de la défense et de la sécurité nationale, et de les qualifier à occuper des postes supérieurs au sein des commandements opérationnels. بالدفاع والأمن الوطني وتأهيلهم لشغل المناصب العليا في القيادات العملياتية. Le général de corps d'armée a mis l'accent sur la sensibilité de la mission qui incombe à l'école supérieure de guerre au regard des événements internationaux et du contexte régional particulier que traverse notre pays actuellement à l'ombre des tentatives menées par les ennemis des peuples visant à créer des foyers de tension dans la sous-région. En effet, cette mission est aussi sensible que vitale pour l'armée nationale populaire au regard des événements internationaux et du contexte régional particulier que nous traversons ces derniers temps, à l'aune des manœuvres que mènent les ennemis des peuples pour créer des foyers de tension dans la sous-région, visant l'effritement de ces États et la spoliation de ces ressources naturelles, soit par l'action directe, soit sous le couvert d'organisations non gouvernementales et de multinationales qui exercent le chantage et la pression pour s'intégrer dans les affaires internes de ces États. À cela s'ajoutent les mutations profondes opérées sur les caractéristiques des guerres modernes qui sont menées désormais par procuration ou par le recours à des organismes militaires privés, à des organisations terroristes et subversives, à la criminalité organisée et à l'emploi de la drogue comme arme. De plus, il est fait appel à la manipulation de l'opinion publique à travers la propagande tendancieuse visant à ébranler le moral des populations, à semer la discorde et à attiser les conflits entre ces composants ethniques, religieux et tribales, de même qu'aux différentes formes d'opérations militaires hybrides visant la destruction des États et le renversement de leur régime. لخلق الانشقاق والفرقة وتأجيج النعارة بين مكوناتها الإثنية والدينية والقبلية وكل أشكال العمليات العسكرية الهجينة في تحطيم والإطاحة بالدول. Le général de corps d'armée a donné des instructions aux responsables de cette école à l'effet de déployer davantage d'efforts afin de s'adapter à toutes les mutations, à relever les défis et à remporter l'enjeu du monde d'aujourd'hui, en l'occurrence la sauvegarde de la souveraineté de notre pays et la préservation de sa sécurité et de sa stabilité. Aussi vous appartient-il en tant que responsable de cette école supérieure de consentir davantage d'efforts pour adapter les programmes d'enseignement dispensés aux évolutions sus-évoquées et aux grandes avancées technologiques enregistrées dans les différents armements et systèmes d'armes. En effet, en révolutionnant les méthodes de combat et les tactiques de la bataille moderne, ces nouveaux systèmes ont changé le cours des guerres, d'où la nécessité de relever les défis et de remporter l'enjeu du monde d'aujourd'hui qui consiste en la sauvegarde de la souveraineté de notre pays et la préservation de sa sécurité et de sa stabilité. على سيادة بلادنا والصون أمنها واستقرارها. Le général de corps d'armée a suivi un exposé exhaustif présenté par le commandant de l'école portant sur le bilan des objectifs réalisés depuis la précédente session du Conseil d'orientation, ainsi que sur le plan prévisionnel au titre de la prochaine année 2022-2023, et ce, avant de s'enquérir de près des différentes infrastructures administratives et pédagogiques.
Dans l'actualité de ce jeudi, le laboratoire des sciences minérales de l'Office national des recherches géologiques et minières a été officiellement accrédité aujourd'hui. Ce laboratoire a obtenu la norme ISO 17025. Cette norme est considérée comme la plus élevée pour les laboratoires d'essai et d'étalonnage. Elle permet au laboratoire de se positionner au niveau international. Couverture signée Yamina Seichi. Premier laboratoire des sciences minérales accrédité ISO 17025 en Algérie. Cette entreprise nationale de recherche géologique et minière est considérée comme vecteur incontournable pour la relance de l'économie nationale, avec pour principale mission la conception et la réalisation des projets de la recherche minière, en commençant par la cartographie, la géologie, la géophysique ainsi que la prospection tactile et stratégique. L'accréditation des laboratoires est une condition sine qua non pour toute étude dans le cadre de l'exploration minière. C'est des exigences pas uniquement internationales, mais même au niveau national, c'est une exigence. Maintenant, tous les travaux, les expertises qui seront réalisées par l'ORGM seront reconnus pas uniquement à l'échelle nationale et à l'international. De cette accréditation, l'APT vient. Nous visons à élargir sur d'autres portées et surtout s'imposer au niveau national et régional pour capter des bons parties des marchés, notamment au niveau des pays riverains. Le ministre de l'Énergie et des Mines a mis en avant l'importance de cette accréditation qui confère à ce laboratoire de nouvelles missions qui lui permettent d'exercer son activité selon les normes internationales. فإن ترقية الاستثمار في قطاع المناجم يعد ضرورية أساسية. L'investissement dans le secteur des mines est plus que jamais nécessaire. Et pour réellement booster l'économie nationale, il faudra d'abord moderniser les moyens de recherche et la découverte de nouveaux gisements peu connus et non exploités. والاستكشاف المنجمي عبر مجموع التراب الوطني الذي يبقى قليل الاستكشاف وكذا ترقية فرص الاستثمار في هذا القطاع. Cette norme d'accréditation est la norme de qualité reconnue la plus élevée pour les laboratoires d'essai et d'étalonnage. Elle garantit la reconnaissance de la compétence technique et organisationnelle à l'échelle internationale. Et pour mieux en tirer profit, 2 conventions ont été signées entre l'ORGM, l'Université de Ouargla et l'École nationale supérieure des mines et de la métallurgie de Annaba. Et en parlant de compétences à l'international, on vous propose dans ce journal le portrait de Mohamed Akram Fellah, un brillant scientifique algérien. Sa spécialité, c'est la physique théorique. Son parcours a débuté à l'université de Constantine avec l'obtention d'une licence avant d'aller à Cape Town, puis au Canada. Dans son escarcelle, plusieurs diplômes et distinctions internationales. Il est revenu partager sa connaissance avec les étudiants de l'École nationale polytechnique. Le commentaire est signé Yasmine Messaouti. Passionné de physique théorique, Mohamed Akram Fellah a parcouru le monde pour ses études. Après avoir obtenu sa licence et son master à l'université de Constantine, il obtient une bourse pour étudier les mathématiques à l'université de Cape Town en Afrique du Sud, un tremplin qui lui aura permis d'obtenir une autre bourse pour un doctorat en physique théorique au Canada. L'École nationale polytechnique d'Alger l'a sollicité pour partager avec les étudiants et les professeurs présents son parcours et son expérience. J'ai fait des recherches, j'ai publié des articles. Et après ça, j'ai travaillé à le Centre européen de recherche nucléaire à Genève. Aujourd'hui, ce jeune trentenaire est chercheur physicien théoricien à l'Institut de physique de l'Université de Waterloo au Canada. Parmi ses souhaits les plus chers, collaborer avec les universités algériennes. Il y a une collaboration avec des autres universités les États-Unis, comme State University of New York, Stony Brook. Et il y a d'autres choses dans le futur, mais aussi je veux collaborer avec des universités algériennes et des chercheurs algériens dans ce domaine-là. À cette occasion, un certificat honorifique lui a été remis en reconnaissance de ses travaux, mais aussi en souvenir de son pays. Voilà pour ce portrait. On fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie. 410 nouveaux cas confirmés ont été détectés ces dernières 24 heures. 257 guérisons et 8 décès selon
Un communiqué du ministère de la Santé, la prévention reste de mise. Et vous le savez, nos médecins, nos infirmiers sont en première ligne dans la lutte contre cette pandémie, mais également nos chercheurs, notamment ceux de l'Institut Pasteur, qui tentent de mieux cerner ce virus à travers un travail de séquençage. Comment ce travail est fait et comment le séquençage nous aide à mieux comprendre les mutations? Réponse dans ce reportage de Yamina Seitchi. Le séquençage du virus joue un rôle vital dans les efforts de lutte contre la pandémie de Covid-19. C'est grâce au séquençage que le monde a pu rapidement identifier le SARS-CoV-2. Connaître la séquence du génome a permis un développement rapide des tests de diagnostic. Nous nous sommes dirigés vers l'Institut Pasteur, structure de référence chargée du dépistage et du séquençage. Pour le dépistage, vous savez, depuis que le début de la pandémie, qu'on reçoit les prélèvements, bien que maintenant, au départ, bien sûr, c'était que l'Institut Pasteur, il y a eu une décentralisation et donc il y a maintenant plus de 130 laboratoires qui sont homologués par l'Institut Pasteur et qui assurent justement cette PCR. Donc ça a été décentralisé. Maintenant, ce qu'on reçoit à notre niveau, donc bon, il y a encore des structures qui nous envoient des prélèvements pour PCR Covid. On fait une PCR criblage à la recherche du variant Delta. Par la suite, ceux qui ne sont pas Delta, donc on les reprend par une deuxième PCR criblage pour rechercher le variant Omicron. Tous les tests positifs passeront par l'étape du séquençage, une procédure obligatoire pour déterminer le type de variant. Toute PCR positive, à notre niveau, on passe, comme on est, à la surveillance des différents variants. Donc, on passe à une première étape qui est la PCR de criblage. Actuellement, notre stratégie, c'est qu'on recherche toujours le variant Delta parce que c'est lui qui est toujours dominant chez nous. Il a pratiquement 12 mutations. Par contre, le variant Omicron, qui est apparu récemment, il est apparu probablement dû à une immunodépression chez un individu et que l'individu, comme il était en immunodépression, donc il n'a pas pu éliminer le virus. Et donc le virus, il sévit chez cet individu jusqu'à ce qu'il ait acquis plusieurs mutations, jusqu'à 32 mutations. Et ces mutations portent toujours sur la protéine S, la spike, comme on dit. Et bon, c'est vrai qu'il n'est pas aussi virulent que le variant Delta, mais son taux de contamination qui est beaucoup plus important. Selon les experts, la couverture vaccinale reste très faible, ce qui ouvre la voie à l'émergence de nouveaux variants plus contagieux, d'où l'intérêt d'intensifier la surveillance génomique. Et du savoir-faire des chercheurs de l'Institut Pasteur au savoir-faire de cette unité qui fabrique le fil chirurgical à Boumerdès. Une production qui passe par plusieurs étapes et obéit, vous allez le voir, à des règles strictes comme la stérilisation du produit. Les employés de l'usine sont des jeunes fraîchement diplômés de l'université. Les détails avec Walid Yousfi. Nous sommes dans une unité de production de fil chirurgical près de Boumerdès. Une usine qui a pu se frayer un chemin dans le marché national, notamment grâce à sa main-d'œuvre composée essentiellement de jeunes diplômés en biologie et en pharmacie. Entre stérilisation et contrôle de qualité, le produit doit passer par plusieurs étapes avant d'être commercialisé sur le marché. On se trouve ici dans l'atelier de fabrication du fil chirurgical. Nous faisons aussi le découpage et la fixation du fil sur l'aiguille dans cet atelier. La première étape est réalisée grâce au papier aluminium. Nous avons ensuite besoin de papier médical et de papier en plastique pour produire le fil chirurgical. Après toutes ces étapes de fabrication, place à la désinfection puis au contrôle du produit avant sa livraison, prête à l'emploi. Le produit est transféré ici pour être stérilisé pendant 24 heures à peu près, suivant les normes en vigueur, aussi bien pour la température que pour le taux d'humidité. C'est l'ANEM qui m'a orienté vers cette unité de production. Je travaille ici depuis 2 ans et demi. J'ai fait des études en biologie. Je me plais beaucoup ici. Des étapes qui doivent être minutieuses et précises. Pour ce faire, la société emploie pas moins de 220 salariés qualifiés et met à leur disposition des formations continues selon leur domaine.
C'est l'ANEM qui m'a orientée vers cette unité de production. Je travaille ici depuis 2 ans et demi. J'ai fait des études en biologie. Je me plais beaucoup ici. Je travaille ici depuis 2 ans et comme ma collègue, c'est l'ANEM qui m'a orientée vers cette usine. Suivant la politique de notre société, nous employons des jeunes qualifiés formés dans les universités algériennes. Nous avons accompagné nos employés et mis à leur disposition des formations continues, notamment grâce à la tutelle qui est à notre écoute. Avec pas moins de 25 millions d'unités par an, cette unité de production permet de couvrir au moins 50% de la demande du marché national en fil chirurgical, un atout pour l'industrie pharmaceutique en Algérie. Dans l'actualité internationale au Maroc, la vague de contestation continue d'ébranler le Marsen. Les indicateurs économiques sont au rouge. Les analystes économiques évoquent une possible explosion sociale à cause des inégalités qui se creusent jour après jour. Les opposants au régime du Marsen évoquent quant à eux des centaines de milliards de dirhams détournés chaque année. Les détails avec Amélie Mellel. 19,57 milliards de dollars. Tel est le déficit enregistré par la balance commerciale du Maroc durant les 11 premiers mois de 2021. Les importations se sont accrues de 24% par rapport à fin novembre 2020 et sont de l'ordre de 51,27 milliards de dollars. Dans son bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs en novembre, l'Office des échanges du Marsen attribue l'accroissement des importations de marchandises à plus de 24% à la hausse des achats de la totalité des groupes de produits, principalement des produits finis de consommation, des produits énergétiques et des demi-produits. Une économie en déclin dont les seuls responsables sont la famille royale et les différentes personnalités politiques et autres qui gravitent autour. أكبر مهرب لفلوس الشعب. من موراها كتجي العائلة الملكية هما ثاني أكبر شفارين في المملكة الديكتاتورية. من مورا العائلة الملكية كيجي أصحاب الملك كيجي على الرأس ديالهم النصاب والجلاد منير الماجدي الكاتب الخاص ديال هذا الديكتاتور محمد السادس. ومن موراها كنلقاو أخنوش اللي ملياردير واللي صار الشعب عين باين واللي دا 17 مليار درهم اللي هي 170 مليار. هادشي ملي كنبداو نحسبوا بالدرهم كتجي صغيره شويه لان المغاربه موالفين كنحسبوا بالسنتيم مليار. هذه 17 مليار درهم هي 170 مليار. اخنوش سرق 170 مليار وشنو دار له الديكتاتور محمد السادس؟ عطاه رئيس الحكومه. ومنين وصل رئيس الحكومه شنو دار؟ حيد القانون ديال باش تجي تحاسب معاهم تقول لهم من اين لك هذا وحتى واحد ما هضر. وهنايا ملي كنشوفوا اخنوش هذا واحد سرق قدام الشعب المغربي 170 مليار سرقها عاين باين حتى واحد ما حاسبه. Il ressort des données recueillies par l'Office que les achats des produits finis de consommation ont continué leur hausse pour atteindre près de 112 milliards de dirhams à fin novembre 2021 contre 85,5 milliards de dirhams à fin novembre 2020, ce qui représente une augmentation de plus de 30,8%. La facture énergétique est également en hausse de près de 50% en raison de la hausse des approvisionnements en gaz et fioul, tributaire de l'accroissement des prix de 39%, conjugué à l'élévation des quantités importées de plus de 9%. تم تهريب 600 مليار درهم من المغرب خلال هذه العشرة سنوات الأخيرة. هذه فلوس بالعملة الصعبة اللي تهربات مشات لحسابات بنكية بالخارج والمعظم ديالها كيكون حسابات بنكية سرية. هنا الخوت 600 مليار درهم هي 60,000 مليار 60,000 مليار سنتيم. يعني كل عام كيتم تهريب 6000 مليار من المغرب. هذه فلوس ديال الشعب المغربي. فلوس ديال الشعب المغربي كتسرق وكتهرب لبرا بالدوفيز يعني بالعمله الصعبه وكتحط في حسابات بنكيه معظم ديالها سريه. وهذا الشيء الخوت خاصكم تشوفوا 6000 مليار غادي نحسبوها بالخشيبات. مليار شوفوا القيمه ديالو مليار هي مليون الاورو مليار.
عندنا 10 مليار 100 مليار 900 مليار 1000 مليار. هذه راها 6000 مليار، يعني 6000 مليار في العام اللي كتسرق من فلوس الشعب المغربي، اللي كتسرق وكتنهب وكتهرب لبرا. Le déficit de la balance des paiements du Marzen s'est également creusé au troisième trimestre de l'année 2021 avec une hausse de 39% par rapport à la même période de l'année passée, atteignant près de 2 milliards de dollars actuellement. Et les observateurs évoquent désormais une crise diplomatique qui risque d'isoler Rabat de plus en plus sur la scène internationale. Une crise due à une politique aventuriste. Rabat a gelé ses relations diplomatiques avec l'Allemagne à cause de son soutien à l'autodétermination du peuple sahraoui. Certains anciens diplomates marocains parlent d'une diplomatie qui aurait atteint son point le plus faible depuis l'indépendance. Les détails avec Amélie Amlel. Le Maroc court le risque de sombrer dans l'isolement et l'hostilité en raison de son approche agressive de la diplomatie. C'est en tout cas ce qu'affirme une analyse parue dans le Foreign Policy, un magazine américain d'information. L'auteur de l'analyse, une doctorante en histoire à l'Université de Californie à Davis, souligne que depuis un an, les gros titres brossent le tableau d'une diplomatie marocaine en déclin. Cela a laissé le pays d'après elle relativement isolé, même parmi ses alliés traditionnels. L'analyse rappelle qu'en mars 2021, le Maroc a suspendu tous ses contacts avec l'Allemagne en raison de sa position en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui. Et en mai de la même année, il a rappelé également son ambassadeur d'Espagne et provoqué la crise migratoire de Ceuta, laquelle a poussé le Parlement européen à adopter une résolution concluant que le Maroc enfreignait la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Dans cette même analyse, l'auteur est revenu sur l'affaire du logiciel espion Pegasus, utilisé par des agents des services de renseignement marocains pour pirater de nombreuses personnalités de plusieurs pays. En tournant le dos au vieux continent, le Maroc espérait trouver à Washington un précieux allié pour asseoir son autorité sur le Sahara occidental et n'a pas hésité pour cela à pactiser avec le diable à travers la normalisation de ses relations avec l'entité sioniste. Le Marzen n'a pas tardé à essuyer un camouflet de la part de l'administration Biden, laquelle a désavoué la décision de Trump sur la question du Sahara occidental et a même limité les aides et le financement militaire octroyés au Maroc si le Royaume ne s'engageait pas à rechercher une solution politique mutuellement acceptable au conflit au Sahara occidental. Par ailleurs, et selon le Foreign Policy, les diplomates marocains, anciens et actuels, s'accordent à dire que la diplomatie de leur pays a atteint son point le plus bas depuis l'indépendance. Certains l'ont même qualifié d'erratique et de médiocre. Et puis cette information, le procès en appel des journalistes marocains Omar Radi et Ahmed Stitou, prévu aujourd'hui à la cour de Casablanca, a été reporté au 27 janvier prochain. Radi, journaliste d'investigation et militant des droits de l'homme, a publié des articles sur l'accaparement des terres publiques par des spéculateurs. Il est également à l'origine de l'éclatement du scandale de corruption, dit le scandale des serviteurs de l'État, qui a éclaboussé près de 100 personnes, notamment des officiers de haut rang. Le 25 novembre dernier, l'organisation Human Rights Watch a dénoncé les conditions dans lesquelles il a été condamné par le tribunal de première instance de Casablanca. Toujours dans l'actualité internationale, un Palestinien a été tué ce matin par l'armée d'entités sionistes dans le nord de la Cisjordanie occupée, selon des sources médicales et sécuritaires palestiniennes. Bakir Hashhash, 21 ans, est originaire du camp de réfugiés de Balata. 22 autres Palestiniens ont été arrêtés par l'armée d'occupation israélienne. Dans l'actualité culturelle de ce jeudi, l'Agence nationale d'édition et de publicité a organisé une conférence débat avec Rachid Sidi Boumediene, auteur de l'ouvrage Céramique d'Alger, toute une histoire au Palais des Raïs, Passion 23. Dans son livre, l'auteur est revenu sur l'histoire des céramiques d'Alger, particulièrement à l'époque du 19e, du 18e et du 19e siècle. Je vous propose d'écouter l'auteur et d'écouter un historien. La figure originale de la maison de la Casbah est introuvable ailleurs. Vous ne trouverez ni ces carreaux d'Europe, ni ce qu'ils ont réussi à faire de nos palais, de nos maisons. D'accord? Cela veut dire
le patrimoine est un produit vivant, si on veut bien le regarder comme ça. Il faut donc reconsidérer les approches un peu trop archéologiques. Le patrimoine peut être intégré dans la personnalité algérienne. Vous ne pouvez pas imaginer une maison d'Alger sans qu'elle ait disons, ce cachet-là, que vous ne trouvez ni à Tunis ni à Fès. Vous voyez, c'est tout particulier à Alger, parce que Alger avait une histoire extraordinaire. Vous savez, c'était un phare de la Méditerranée. Et voici une autre histoire extraordinaire. On termine ce journal avec le beau patrimoine culturel du Tassili Nadjer, Agana Nakaline, ou le patrimoine de mon pays. C'est le slogan de la manifestation culturelle qu'abrite Janet actuellement. Les parcs culturels et musées nationaux ont pris part à cette belle manifestation. Objectif, promouvoir le patrimoine plusieurs fois millénaire du Tassili Nadjer. Reportage Idriss Aziz Ibrahim Belkhir, commentaire signé Badia Amarti. Le patrimoine matériel et immatériel de l'Algérie est riche et diversifié. Il a été au cœur d'une manifestation culturelle organisée pour la première fois au niveau du parc national de la Hagar. Nous voulons atteindre la perfection au niveau des institutions culturelles, les musées, les parcs nationaux, en mettant en œuvre la nouvelle stratégie adoptée par la ministre de la Culture pour faire de la culture l'une des alternatives économiques dans le pays. À travers le slogan Agna Nakaline, nous avons voulu réunir l'ensemble des parcs et des musées nationaux dans un tableau artistique exceptionnel reflétant le patrimoine culturel, matériel et immatériel de toute l'Algérie. Et surtout faire connaître ce riche patrimoine aux populations de Janet. En plus de ce beau tableau artistique, un colloque a été organisé au parc culturel du Tassili Nadjer, avec en point de mire l'importance de préserver ce patrimoine reflet de la culture algérienne parmi les nations. Le patrimoine est un carburant qui ne s'épuise pas si nous voulons que la région du Tassili se développe et devienne prospère. Elle est impérative qu'elle repose sur son parc culturel qui doit être considéré comme un trésor et une locomotive de développement économique et social. Nous avons constaté que les populations de Janet ont précieusement gardé leurs traditions, us et coutumes. Ces derniers temps, tous les Algériens ont renoué avec leur identité et c'est pour nous une fierté. Les délégations y ont participé à ce colloque ont découvert avec émerveillement et joie les sites naturels du Tassili Nadjer. Cette belle région s'est livrée à ses hôtes, l'espace d'une évasion. Et c'est la meilleure période pour visiter le Tassili Nadjer. Votre soirée sur Canal Algérie, après le journal de 20h, vous avez rendez-vous avec votre émission Vision. Samia Pacha reçoit Bella El-Kanti, analyste politique sahraoui. Il revient entre autres sur les attaques des orpailleurs mauritaniens par l'armée marocaine et les revenus du trafic de drogue qui profitent au régime du Marsène. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.